En Asie centrale, ne l'appelez plus Seb la frite, appelez-le Seb. Voici Seb. Bonsoir. Bonsoir Seb, sans la frite. Sans la frite. Alors pourquoi c'est fini la frite? Pseudo, t'as 14 ans, et puis tu grandis, quoi. On a un peu honte. Non, même Non, pas, non. c'est mon nom de famille, Free. Du coup, d'accord. c'était un peu la blague de la jeunesse en mode oh, la frite, D'accord. et ça en a fait un pseudo, quoi. Donc bienvenue Seb Free. Free. Voilà, Bienvenue c'est ça. sur le plateau de Quotidien. Merci. Voici nos invités, voici une partie de l'équipe et voici le public. Vous avez 27 ans, vous êtes l'un des Français les plus suivis sur YouTube. Si vous deviez présenter votre travail à quelqu'un qui nous regarde et qui ne vous connaît pas, ou à quelqu'un qui est assis à côté de vous peut-être, Alain ou Claire, qu'est-ce que vous diriez ? Mais écoutez, déjà bonjour. Je produis des vidéos sur Internet, je parle de musique, je fais de la musique. Je fais des biographies d'artistes, je produis du contenu et les gens regardent ça. Et il y a combien de gens ? Et vous avez une fan chez moi qui est ma fille. C'est Ah vrai ben voilà. Eh ben vous Voilà. Et donc maintenant, il fait du long format, comme à la télé. Après la jungle en Papouasie, vous êtes allé à la découverte d'un glacier du Kyrgyzstan. On voit la carte. C'est en Asie centrale avec une équipe de scientifiques. Pourquoi vous avez eu envie de faire ça déjà ? Et pourquoi là ? Eh bien, et pourquoi pas? Oui, Non, c'est vrai. mais le monde est grand et pourquoi ? C'est là. C'est magnifique. En fait, j'ai pour l'ambition d'essayer de découvrir aussi des pays qu'on ne situe pas forcément sur la carte. Je ne sais pas si des gens savaient bien placer le Kyrgyzstan, ou enfin bref. Pas forcément. Comme j'avais pu faire la Papouasie avant, où pareil, on ne sait pas trop, Papouasie-Nouvelle-Guinée occidentale, on ne sait pas trop le placer. Pareil, j'ai un espèce d'intérêt à vouloir faire découvrir quelque chose qu'on ne situe pas trop, qu'on ne connaît pas trop. Et c'est de la curiosité, quoi, tout simplement, de base. Alors le but du voyage, c'est d'essayer de percer le mystère d'un lac qui s'appelle le lac Merzbacher, c'est ça ? Tout à fait. C'est quoi ce mystère ? Alors, chaque année, c'est un mystère, il y a un phénomène qui s'appelle Glacial Lake Outburst Flood. L'anglais, c'est le diminutif de GLOF, et c'est des crues de lacs glaciaires. C'est-à-dire que tous les ans, entre guillemets, pour ce lac-là, c'est super dur à briefer. À la fin de l'hiver, il se remplit. En fait, il se remplit d'eau. Au printemps. L'eau de fonte bloque et crée un lac, comme celui-ci-là qu'on peut voir. Et à un moment donné, Quand tout ça part. fond. C'est ça. Et c'est des millions et des millions de mètres cubes qui dévalent les vallées, qui descendent jusqu'en Chine, etc. Ça part partout. Ça détruit les écosystèmes. Évidemment, ça détruit tout sur son passage. Il se vide. Et il se vide. Et c'est un phénomène qui nous touche tous, mine de rien, parce que c'est soumis à des millions de personnes dans le monde. Et il se trouve que nous, on est allés là-bas parce que c'est une région du monde où c'est les gens les plus exposés, notamment avec le Pakistan, etc. Mais il y en a eu dans les Alpes des GLOF, des Glacial Lake Outburst Flood. Il faut trouver un autre mot pour dire ça, parce qu'il n'est pas très sexy. Et globalement, c'est un phénomène qui va ne faire qu'augmenter vu le réchauffement climatique. Et à défaut, par exemple, ce lac-là, qui pouvait se vider une fois tous les 2 ans, aujourd'hui, il se vide 2 fois par an. Donc on voit déjà l'impact que ça a. Et du coup, on ne sait juste pas comment ça marche. On ne sait pas pourquoi l'eau part, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas pourquoi ça se remplit. On tire la chasse et... Alain Frachon, vous connaissiez ce lac ? Vous qui connaissez le monde. Non, je ne connaissais pas. Vous connaissiez pas. Pas bien l'Asie centrale, d'ailleurs. Vous passez 90% de votre temps derrière un ordinateur, rien à voir avec ce que vous avez fait. Du coup, ça fait pas bizarre ? Ça a été quoi le plus dur ? De me lever de ma chaise. C'était dur. Non, en fait, je passe vraiment du temps sur mon ordinateur parce que c'est mon métier aussi de consulter ça et de fabriquer des choses derrière cet ordi. Mais le vrai Seb de la vraie vie, il aime faire ce genre de choses. C'est aussi pourquoi j'essaie de me lancer aussi des défis. La spéléologie, c'est un truc qui m'intéresse. J'essaie de... Vous l'aviez déjà fait avant ? J'avais déjà pu le faire avant. J'ai fait des stages, évidemment, aussi pour l'appréhender. J'aime pas particulièrement ça quand tu es très à l'étroit dans des trucs... Mais là, ça va, on a eu de la chance. On n'était pas dans des gouffres... c'est des gouffres assez vertigineux, donc on a eu de la chance. Mais j'aime ça. Je fais du saut en parachute, je fais tous ces trucs un peu extrêmes me plaisent et je le documente et j'en parle aux gens et je le partage, quoi. Alors, on vous a demandé de sélectionner un extrait, celui auquel vous tenez particulièrement, et vous avez choisi quoi ? Nourlan, c'est-à-dire l'une des personnes que j'ai rencontrées sur place. C'est un guide, c'est ça ? C'est un guide, mais en même temps, c'est une personne formidable. Il est prof de français là-bas dans un lycée au Kyrgyzstan. Et il nous a fait découvrir le pays. Je voulais vraiment
presque plus comme une dédicace parce que c'est vrai qu'on le voit que sur une partie du documentaire, ce gars. Mais il a tellement été formidable et je l'ai tellement aimé et j'aimerais tellement le revoir que je voulais juste au moins le caler pour avoir une petite pensée pour lui. On regarde l'extrait. On peut regarder l'extrait. Pardon. La montagne qu'on voit là, juste en face. Ouais. Du coup, on va prendre des chevaux demain. Et c'est cette montagne-là qu'on va traverser à cheval. On va traverser à cheval, ouais. Derrière, c'est Sankoul, le lac de Sankoul, ouais. Sont cool. Sankoul. Sankal. Le Kirghiz, Sankal. Sont cool. Sankal. Kal. Demain, on sont cool. À Sankoul. À Sankoul, c'est cool. Sont cool, on trouve ça cool. Ouais, ouais. Alors vous faites un métier qui pousse quand même à la consommation. Vous dites vous-même que vous n'êtes pas le mieux placé pour parler d'écologie. Oui. On a l'étiquette d'influenceur et évidemment, on travaille avec des marques. Et Oui. aujourd'hui, les marques, c'est pas non plus les plus écolos du monde, quoi. Et comment ce paradoxe, comment vous le vivez? Je pense qu'on vit tous un peu avec des petites contradictions du quotidien, du tiens, je prends le vélo, je prends machin. Moi, je le vis où j'essaie de faire attention aujourd'hui, de savoir éthiquement, j'ai envie de travailler parce que Mais d'ailleurs, On vous est le financé. financez comment, ça? Par des marques? par une marque, ce documentaire-là, c'est par une marque et c'est le même modèle économique que vous. Enfin, en vrai de vrai, ils achètent un espace au début de nos vidéos. Donc c'est comme un créneau qu'on vend et on essaie de le financer là-dessus. On est un peu à perdre, je vais pas te mentir sur ça. On le fait un peu pour le beau jeu. Mais ouais, on finance ça de cette manière-là. Et c'est juste l'envie de faire des beaux projets. Parce que c'est vrai que le modèle économique d'Internet, il n'est pas non plus waouh, sauf si... Bon, je peux Sauf pas dire si. ça. Non, je peux pas dire ça. Sauf s'il manquait la fin de la phrase. Non, je peux pas dire ça. Non, je pourrais faire vraiment beaucoup plus d'argent si je prenais à cœur vraiment le métier d'influenceur, mais ce n'est pas ce que je fais. Et j'essaie d'utiliser les marques pour justement les pousser à créer des choses qui peuvent potentiellement servir, documenter. Peut-être je suis bête, peut-être je suis un mauvais entrepreneur, mais en tout cas. Non, mais c'est très Mais je voulais pas taper sur les copains parce que c'est tous des copains. Bah oui, non mais On ne veut pas tapez pas taper. sur les copains. Alain Non, Frachon, la je les aime. CIA est très préoccupée par les réseaux sociaux, notamment par TikTok. Par TikTok, par Huawei, tout ce qui permet... les technologies, c'est dual, ça a aussi une utilisation militaire. Tout ce qui permet de ramasser des données sur nous, sur les consommateurs, peu importe l'âge, tout ce qui permet de ramasser des données facilite le travail et les études pour faire progresser l'intelligence artificielle. Et D'où un avantage. Et naturellement, les États-Unis considèrent, ils ont interdit Huawei, qui était la firme la plus avancée, la firme chinoise, la firme mondiale la plus avancée dans la logistique de la nouvelle téléphonie, de la téléphonie qui arrive, la 5G, parce qu'ils avaient peur d'une captation de données. Et une fois les données en Chine ou à la disposition des Chinois, une firme chinoise n'a pas le droit de refuser de donner ces données au gouvernement chinois. Donc ça, c'est le raisonnement. C'est d'ailleurs raconté aussi dans le rapport à propos de Huawei, et parce que le rapport comprend des questions. Le patron de la CIA va devant le Congrès et répond aux questions. Et ce question-réponse est dans le livre aussi, à la fin du livre. Et c'est là qu'il explique ça. Vrai ou faux, fausse appréhension, vraie appréhension, je ne sais pas, mais c'est comme ça que c'est raconté. En tout cas, merci Seb. Et le documentaire est à retrouver sur votre chaîne YouTube. Vous restez avec nous.